La première lueur de l'aube effleurait à peine les crêtes des montagnes d'Eagle Ridge quand Alaya Rochebrune sentit le silence. Pas le silence apaisant du matin, mais ce genre de silence qui pèse, qui annonce que quelque chose va céder. Elle se tenait figée sur le vieux perron en bois de la maison familiale, sa petite main serrant la rambarde écaillée, l'autre agrippée à son vieux lapin en peluche, dont la couture du cou pendait un peu plus chaque jour. Ce qu'elle vit émerger de la lisière de la forêt laissa son cœur suspendu dans sa poitrine. D'abord un, puis trois, puis des dizaines, des chiens sauvages, certains maigres comme l'hiver, d'autres couverts de cicatrices, tels des médailles de survie. En silence, ils formèrent un cercle parfait autour de la maison, leur souffle dessinant des nuages blancs dans l'air frais du matin. Au centre du groupe, un chien massif se tenait droit, une oreille déchirée, une plaie encore fraîche sur le flanc. Un demi-loup, par la carrure, par la noblesse du regard. Alaya le reconnut aussitôt. La veille encore, elle avait soigné cette blessure, avait partagé son eau, avait chuchoté des promesses que personne d'autre n'avait entendues. Le regard doré de l'animal se planta dans le sien et aucun des deux ne bougea. « Alaya » appela une voix depuis l'intérieur, celle de sa grand-mère. « Qui est là, ma chérie ?» L'oreille du chien se redressa. Alaya retint son souffle. Elle était face à un choix que personne ne devrait avoir à faire, encore moins une fillette de 8 ans. Laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ainsi que la ville d'où vous nous écoutez. Maintenant, reprenons le cours de l'histoire. L'histoire de la ferme Rochebrune commençait bien avant le béton et l'électricité. Perchée sur les hauteurs d'une vallée oubliée, entre les forêts de sapins et les clairières d'ardoises, elle se dressait comme une dent obstinée dans la mâchoire d'un monde qui s'effrite. 5 hectares de terre boisée, nourrie par une source si pure que même les plus anciennes cartes n'osaient en tracer les contours. La cabane avait été bâtie par l'arrière-grand-père d'Alaya, un homme qui parlait aux loups et cultivait des herbes qu'aucun botaniste ne savait nommer. Le toit de tôle chantait à chaque pluie et les murs, fatigués mais debout, avaient vu passer 3 générations de femmes. Depuis que la compagnie minière Belcor avait empoisonné la plupart des nappes phréatiques de la région. Cette source était devenue plus précieuse que l'or. Les autres familles, soit faisaient venir leur eau en citerne, soit avaient fui. Mais Alma Rochebrune et sa petite-fille étaient restées, gardiennes de ce qui restait intact. Alaya avait des yeux d'un brun profond, calmes et brillants comme une rivière en hiver. Ses cheveux noirs tombaient en 2 longues tresses nouées de ficelles rouges et elle marchait pieds nus sur les pierres comme si elle y avait toujours appartenu. Depuis la disparition de sa mère lors des manifestations contre Belcor, Alaya parlait peu, mais elle écoutait, avec une intensité presque inquiétante. Comme si elle cherchait à assembler des fragments d'un mystère que seuls les arbres lui soufflaient. Alma, sa grand-mère, portait sur ses épaules les 74 hivers qu'on lui devinait dans les rides profondes de son visage. Drapée dans des châles qu'elle tissait elle-même, elle était la dernière guérisseuse traditionnelle des Sotobois. Ses mains, noueuses mais agiles, pétrissaient des pommades à base de racines et cueillaient des champignons qu'aucun pharmacien n'aurait osé toucher. Elle avait élevé la mère d'Alaya seule, et à présent, c'était la petite qui marchait dans ses traces, apprenant les secrets des plantes, les vieux chants, les silences. Le clan de chiens sauvages qui hantait les collines depuis des années avait toujours été redouté, mais jamais chassé, sauf depuis peu, depuis que les rumeurs avaient enflé, attaques de bétail, hurlements inquiétants, rôdeurs dans les prés. Des battues avaient été organisées, des pièges posés, et l'équilibre fragile entre l'humain et le sauvage s'était effondré. Au sommet de la colline, un homme observait la vallée depuis son 4x4 flambant neuf. Mathis Brasseur, né Mathieu Brasseur, mais rebaptisé par lui-même après Harvard et des années à Paris. Autrefois neveu d'Alma, aujourd'hui directeur régional de Belcor, il n'était revenu que pour une seule chose, cette terre, ce terrain, cette source. Il ne lui manquait plus que cette parcelle pour compléter son emprise sur les Honnebois. Et si sa vieille tante refusait de vendre, il comptait bien trouver une autre manière de l'obtenir. Ce matin-là, rien n'avait annoncé l'étrangeté à venir. Alaya s'était levée avant l'aube, avait aidé sa grand-mère à arroser les plantes et nourrir les poules. Puis, elle s'était rendue à l'arrière du hangar pour vérifier les barils de pluie. La source leur fournissait de l'eau à boire, mais pour laver, arroser ou préparer les décoctions, chaque goutte de pluie comptait. C'est là qu'elle l'avait entendu, un gémissement, d'abord lointain. Comme une plainte perdue dans les branches, puis plus nette, plus pressant.
Cela n'avait rien d'humain, mais cela avait du chagrin. Alaya s'était figée. Alma lui avait toujours dit que la forêt savait jouer avec ceux qui n'écoutaient pas bien. Mais ce son-là, il appelait. En suivant le bruit, elle s'enfonça vers une haie de ronces à la limite de leur terrain. Les épines s'accrochaient à sa salopette, mais elle n'hésitait pas. Ce n'est qu'en perçant l'épaisseur verte qu'elle vit la chose. Un chien, non un loup, ou un mélange des deux, pelage fauve taché de sang, patte arrière coincée dans un piège métallique. Le regard de l'animal, doré et sauvage, se planta dans le sien. Et Alaya sut, c'était un membre de la meute, un de ceux qu'on disait ingérables. Elle savait aussi ce que sa grand-mère avait toujours dit. Ces bêtes-là ne sont pas des compagnons, ce sont des cœurs libres, nés pour la fuite. Mais quand l'animal gémit à nouveau, l'hésitation s'effondra. Elle s'accroupit doucement, comme Alma lui avait appris à le faire avec les bêtes blessées. « Je ne te ferai pas de mal, murmura-t-elle, je vais t'aider. » Le chien montra les crocs, un grondement sourd. Elle s'assit, à bonne distance, ne bougeant plus. Attendant, la patience, disait Alma, est la première médecine. Les minutes s'étirèrent, puis 1 heure, le soleil monta, chaud et lent. Finalement, l'animal posa la tête au sol, abandonnant. Alors seulement, Alaya recula et courut vers la maison. Elle remplit son gobelet fleuri, celui que sa mère lui avait donné, d'eau de source. Elle prit un bout de viande séchée et un linge propre, et elle retourna là-bas. Le chien ne grogna plus. Il la regardait, épuisé, méfiant, mais il ne recula pas. Elle posa la coupe et la fit glisser avec un bâton. L'animal but, goulûment, comme s'il n'avait pas vu d'eau depuis des jours. 3 fois, elle remplit la coupe. 3 fois, il vida le contenu. Le lien commença à naître, puis elle tendit le morceau de viande. Il le prit sans la mordre, et elle sut, elle pouvait l'aider davantage. Le piège était ancien, rouillé, mais elle se rappelait ce qu'avait montré l'ancien Pascal du hameau d'en bas. Il faut presser les 2 ressorts en même temps. Elle s'agenouilla, plaça ses petites mains, 1, 2, et elle appuya. Le métal céda d'un coup sec. Le chien hurla et recula, mais il était libre. Alaya resta immobile, puis tendit le linge trempé. « Laisse-moi encore t'aider. » Le chien haletant laissa faire, elle nettoya la plaie, lui parla de sa mère, de son absence. Elle me chantait quand j'avais mal. Je vais te chanter aussi. Et dans cette clairière invisible aux cartes, une fillette chanta une berceuse ancienne à un loup fatigué. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, agenouillée près de lui. Mais lorsqu'elle entendit des voix d'hommes se rapprocher dans les bois, portées par le vent, elle comprit que le répit était terminé. Des voix du village, des hommes avec des fusils. Ils le cherchaient, ils le traquaient. « Il faut que tu partes », dit-elle doucement. L'animal se redressa sur ses 3 pattes valides, testant l'appui sur la 4e. Il tituba mais resta debout. Son regard trouva le sien une dernière fois, puis dans un geste si bref qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas rêvé, il toucha de son museau la paume de sa main. Une caresse silencieuse, un merci, et il disparut entre les troncs, avalé par les ombres. Quelques minutes plus tard, les hommes surgirent à la lisière du champ, haletants, fusils à l'épaule, visage tendu. Monsieur le maître du magasin de bricolage menait la marche. « Alaya, tu as vu passer un chien? Un gros, couleur fauve, un peu sauvage ?» La fillette leva les yeux, ses mains tachées de mûre, son expression candide. « Non, monsieur, je cueille juste des baies pour la tarte de mamie. » Elle sentait encore le tissu ensanglanté dans sa poche. Elle n'aimait pas mentir. Mais cette fois, ce n'était pas un mensonge. C'était une protection, une promesse silencieuse. Et ce mensonge-là, elle n'en rougirait jamais. Le lendemain, alors que le ciel s'éclaircissait à peine, Alaya ouvrit les yeux d'un coup. Quelque chose l'avait tirée du sommeil. Ce n'était pas un bruit, mais une sensation, une tension dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Elle se leva, enfila sa veste par-dessus sa chemise de nuit et s'approcha de la fenêtre. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Ils étaient là, de retour, des dizaines, rangés en un cercle parfait autour de leur maison. Des chiens de toute taille, de toute couleur, certains avec les côtes saillantes, d'autres marqués de cicatrices anciennes. Ils ne montraient pas les crocs, ils ne grognaient pas. Ils observaient, ils attendaient. Et au centre, face au perron, se tenait le chien qu'elle avait libéré, sa patte blessée pliée sous lui, son regard d'ambre fixé sur la porte. « Mamie » appela-t-elle à voix basse. « Mamie, viens voir !» Alma apparut derrière elle, réajustant sa tresse argentée. Lorsqu'elle vit le cercle formé par les chiens, ses mains se figèrent. « Grand esprit » murmura-t-elle. « Cela fait des décennies que je n'ai pas vu une assemblée comme celle-ci. Pas depuis avant ta naissance. »
Ils ne nous feront pas de mal, déclara Alaya d'une voix calme. Ils sont là à cause de lui, celui que j'ai aidé hier. Alma la fixa longuement, puis mit d'un ton grave, raconte-moi. Alaya lui raconta tout, le piège, l'eau, le linge, la chanson. Et Alma ne réagit pas comme elle l'avait craint. Il n'y eut ni colère ni réprimande, juste un silence chargé de souvenirs. Puis sa grand-mère souffla doucement, comme à elle-même. Alors, ça recommence. Puis plus fort, reste ici, je vais leur parler. Non, Alaya attrapa sa main. Laisse-moi venir. Il me connaît. Elles sortirent ensemble. Alaya légèrement en avant, Alma juste derrière, sa main posée sur l'épaule de sa petite fille comme un ancrage. Devant elle, le cercle des chiens s'ouvrit doucement, comme une mère qui cède sous la volonté du vent. Le chien loup s'avança de 3 pas. Dans sa gueule, il tenait un lapin fraîchement tué. Il le déposa au pied des marches, puis recula d'un pas. « Une offrande ?» dit Alma, la voix rauque d'émotion. « Il rend ton geste. Il t'honore. » Alaya voulut s'approcher, le saluer, mais la main d'Alma la retint doucement. « Pas encore. Il y a des règles. Il y a du sacré dans cette rencontre. » Alors Alma descendit les marches, lentement. Avec la dignité de ses années, elle ramassa le lapin, le leva vers le ciel, puis inclina la tête vers le chien loup. « Nous acceptons ton don. Notre foyer t'en remercie. » Un grondement sourd traversa la meute. Pas un grognement, plutôt une vibration collective. Comme un soupir de soulagement, mais la paix fut de courte durée. Un grondement mécanique, cette fois, fit dresser les oreilles des chiens. Une camionnette noire déboucha dans l'allée, gravé du logo de la compagnie Belcor sur la portière. 3 hommes en descendirent. En tête, un grand blond, chemise impeccable malgré l'heure, le regard dur, Mathis Brasseur, celui qui avait tout abandonné, nom, racines, famille, pour faire fortune dans l'industrie. Il regarda la scène sans comprendre, puis d'un ton tranchant, tant Alma, il faut qu'on parle. Son regard glissa de la meute à la fillette, puis au lapin dans les mains de la vieille femme. C'est quoi ce cirque ? Une affaire de famille, répondit Alma sèchement. Rien qui concerne Belcor. Ces chiens sont un problème, Alma. Ils attaquent les troupeaux. Le conseil municipal va voter leur élimination. Non, cria Alaya sans réfléchir. Mathis la regarda avec un sourire un peu triste. Alaya, tu as grandi. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ça. Ce sont des histoires d'adultes. Ces chiens n'ont blessé personne, répliqua Alma. Ils sont sur une propriété privée, sous ma protection. Un des hommes s'avança. Alaya le reconnut, le shérif local, Jules Thibault. Un homme calme, aux racines montagnardes aussi anciennes que celles de la famille Rochebrune. Madame Alma, avec tout le respect que je vous dois, ces animaux sont dangereux. On dit qu'ils ont tué les vaches de Marcel Dupuis. Les vaches de Marcel sont mortes d'avoir bu de l'eau empoisonnée, rétorqua Alma. Son chant touche les bassins de déchets de Belcor. Les chiens ont juste mangé ce qui était déjà mort. Un silence tendu tomba. Tout le monde connaissait l'histoire de la pollution, mais personne n'en parlait, pas à voix haute, surtout pas devant ceux qui travaillaient pour la mine. Le 3e homme, un inconnu en costume et bottes neuves, glissa quelques mots à Mathis. Celui-ci reprit « Tante Alma, nos analyses confirment que l'aquifère sous ton terrain est relié à une veine souterraine très prometteuse. On te propose 3 fois le prix convenu le mois dernier. » Le visage d'Alma resta de pierre. Ma réponse reste la même. Cette terre ne se vend pas. Ni à toi, ni à personne. Elle était à notre famille avant même qu'on parle de France ou de République. Mathis haussa la voix, trahissant une tension nouvelle. Sois raisonnable. Cet argent pourrait payer des études à Alaya, lui offrir une vraie vie. Ta fille aurait voulu ça, non ? À l'évocation de sa mère, Alaya sentit un poignard en elle. 3 ans sans nouvelles, et chaque mention était une blessure. Alma, elle réagit violemment. Ne prononce pas son nom. Pas toi. Pas après ce que tu lui as fait. Elle s'interrompit. Trop de vérité, trop de témoins. Le chien loup, resté silencieux, s'interposa soudain entre Alma et les hommes, une ligne vivante, grondante. Les autres chiens le rejoignirent. Une muraille de chair et de feu. Le shérif posa la main sur son arme. « Madame Alma, il faut calmer votre chien. »« Ce n'est pas mon chien, » répondit-elle posément. « Il est libre, et il a choisi. » Aucun des chiens ne bougeait. Ils ne grognaient plus. Ils attendaient, massés, prêts, mais silencieux, à l'image de leur chef, le chien loup, celui qu'Alaya avait sauvé. Il ne quittait pas des yeux les hommes armés, plantés solidement entre eux et la maison. Une ligne invisible semblait avoir été tracée, et nul ne semblait oser la franchir. « C'est absurde »,
grommela le troisième homme. « Shérif, ces animaux sont une menace évidente. Faites votre travail. » Jules Thibault resta figé. Il regarda Alma, puis Alaya, puis la meute. Quelque chose en lui vacillait. Ce fut Alaya qui rompit l'immobilité. Sans peur, elle descendit les marches du perron. Chaque pas semblait une éternité. Puis elle s'approcha lentement du chien-loup. Celui-ci tourna à peine la tête vers elle comme pour vérifier qu'elle allait bien. Alors elle posa sa main sur son front, délicatement. « Ils ne sont pas dangereux, dit-elle d'une voix claire posée. Ils sont blessés, affamés et seuls. Comme beaucoup d'entre nous depuis que l'eau a tourné. Mais ils ne veulent que pas de mal. Ils sont venus dire merci. » Un silence s'abattit, presque sacré. Le troisième homme, agacé, fit un mouvement brusque. Il porta la main à sa veste, peut-être pour saisir un papier, un téléphone ou autre chose, mais c'était trop. Le chien-loup bondit, toutes dents dehors. Le shérif dégaina son arme. Mathis voulut saisir Alaya, Alma s'interposa. « Assez !» cria-t-elle d'une voix puissante qui fendit l'air comme un éclair. Tout s'arrêta. Même les chiens se figèrent, comme gelés par l'autorité de cette vieille femme si frêle, mais portée par quelque chose d'ancestral. « Cette terre est sacrée, et vous allez la respecter. Mathis, vous partez. Les chiens restent. Alaya reste. Je reste. Et la source reste. C'est ma décision. Et elle est définitive. » Quelque chose dans son ton, ou peut-être dans les dizaines de paires d'yeux jaunes qui la fixaient derrière elle, convainquit les intrus. Les trois hommes regagnèrent leur véhicule en silence. Mathis fut le dernier à monter. Avant de claquer la portière, il lança « Ce n'est pas fini, tante Alma. Le conseil municipal se réunit demain. Les gens ont peur. Et quand ils ont peur, ils prennent rarement les bonnes décisions. » « Non, répondit-elle tristement. Rarement, en effet. Le moteur gronda et le véhicule disparut dans le chemin de terre. Alaya, elle, restait figée. Elle regarda sa grand-mère. Que voulait-il dire ? Qu'est-ce qu'il va se passer au conseil ? Alma se tourna vers la meute, immobile autour de leur maison, puis vers le chien-loup, qui s'était assis au pied des marches comme un gardien antique. L'eau de la source, quelques mètres plus loin, chantait doucement parmi les pierres. « La guerre !» souffla-t-elle. « Une guerre contre tout ce que nous aimons. » Le lendemain, la salle communale de Montroche, un ancien temple protestant transformé en mairie, était pleine à craquer. L'ancienne nef, avec ses vitraux pâlis et ses bancs de bois usés, résonnait des voix tendues des habitants venus en masse. Alaya était assise entre sa grand-mère et l'épouse du shérif, une femme douce qui lui avait proposé de l'accompagner. « Ces chiens sont un danger !» tonna Monsieur Dupuis rouge de colère. « 3 de mes vaches mortes le mois dernier, et hier, ils encerclaient la maison des Rochebrunes comme une armée. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Le maire, Monsieur Lefrançois, propriétaire du magasin de bricolage local, leva les mains. « Calmons-nous, les chiens ont toujours été là. Mais c'est vrai qu'ils s'approchent de plus en plus. Alors la question est simple, que s'est-il passé et que faisons-nous ? Ce qui s'est passé, lança une voix du fond, c'est que notre eau est foutue, partout, sauf chez les Rochebrunes. Et les bêtes, comme nous, vont où elles peuvent survivre. Cette fois, les applaudissements éclatèrent. Dans cette vallée, tout le monde savait, depuis 3 ans que Bellecor creusait dans les collines, les cas de maladie avaient explosé. L'eau avait un goût métallique. Les rivières, jadis poissonneuses, s'étaient vidées. Mais la peur de perdre leur emploi, leur maison, leur avenir, avait scellé bien des bouches. Mathis Brasseur se leva calmement. Son costume était impeccable, son sourire professionnel. « Je comprends vos inquiétudes. La compagnie Bellecor prend très au sérieux ses responsabilités environnementales. Nos études indiquent que les problèmes d'eau sont anciens et que la mine n'en est pas la cause. » Quelqu'un cria « Vos études, vous les avez payées. » Il poursuivit, imperturbable. « Mais nous sommes ici pour parler des chiens. Bellecor est prête à financer une équipe spécialisée pour les capturer et les relocaliser de manière éthique et sans violence. »« Relocaliser où ?» demanda Alma, debout, droite comme un chêne. « Ces animaux sont nés ici. Ils vivent avec ces montagnes depuis plus longtemps que vous. Avant de les chasser, posez-vous la bonne question. Pourquoi viennent-ils à nous maintenant ?» Un silence. Puis Monsieur Dupuis reprit. « Avec tout le respect, Madame Rochebrune, nous n'avons pas vos croyances. Nous voulons juste protéger nos enfants. Et moi je vous rappelle, dit-elle doucement, ce qui arrive quand on laisse la peur guider nos choix. Ces chiens ont faim parce que les poissons sont morts. Ils ont soif parce que l'eau les rend malades et ils n'ont plus d'endroit où aller à cause de cette mine. » La tension monta encore. Le shérif Thibault regardait ses mains. Ses ancêtres venaient d'ici, eux aussi. Ils connaissaient chaque arbre,
chaque source, chaque chemin. Et il savait, dans son cœur, que la vieille Alma disait vrai. Le progrès a un prix, lança Matisse. Mais il apporte aussi des bénéfices, des emplois, des maisons chauffées, une école rénovée. Nous ne pouvons pas tout sacrifier pour quelques loups. Et le poison, lui, il coule aussi dans vos bénéfices, rétorqua une voix féminine inconnue. Une femme jeune, au visage décidé, se leva dans les rangs. Cheveux courts, regard brillant. Elle s'identifia aussitôt. Docteur Jade Morin, chercheuse en écotoxicologie, j'analyse depuis 8 mois l'état de l'eau dans cette vallée. Le maire fronça les sourcils. Nous ne vous avons pas invité. Non, je me suis invité. Quand la santé publique est en jeu, je me passe de permission. Elle montra ses résultats. Les niveaux de métaux lourds sont alarmants. Cadmium, arsenic, plomb. Partout, sauf à un endroit. La source des roches brunes, pure, intacte. Les têtes se tournèrent. Voilà pourquoi Bellecor veut ce terrain, ajouta-t-elle, pour exploiter cette dernière eau claire, mais si la compagnie y touche, croyez-moi, elle ne restera pas pure bien longtemps. La salle était à 2 doigts d'exploser. Les mots de la docteure Morin avaient transpercé le brouillard de déni comme une flèche bien tirée. D'un coup, tout ce que chacun murmurait depuis des années était étalé au grand jour. L'eau empoisonnée, les maladies inexpliquées, les morts prématurées. Et au milieu de tout ça, la source des roches brunes, intacte comme une relique sacrée. Matisse essaya de reprendre la main. C'est précisément pour cette raison que Bellecor propose d'acheter ces terres. Avec les bons moyens scientifiques, cette source pourrait bénéficier à tout le monde. Jade Morin le fixa droit dans les yeux. Vous voulez dire, une fois que vous l'aurez exploité pour votre réseau industriel, que vous aurez canalisé, chloré, bétonné, et que vous aurez vendu cette eau à ceux qui la buvaient gratuitement depuis des générations? Cette fois, les cris fusèrent. La colère avait changé de camp. Une voix s'éleva au fond de la salle. Si vous voulez aider, commencez par réparer ce que vous avez déjà détruit. Une autre, et laissez les chiens en paix. Ils protègent ce qui reste. Devant le chaos ambiant, le maire Lefrançois tenta de garder la face. Nous allons mettre la question des chiens au vote. Les règles sont claires. Que ceux qui sont pour le retrait des chiens sauvages lèvent la main. Des mains se levèrent, un peu plus de la moitié. Contre le retrait, les autres se dressèrent, dont celle du shérif Thibault, celle de la docteure Morin, et bien sûr, celle d'Alma. Le maire grimaça. La motion est adoptée à une courte majorité. Monsieur Brasseur, vous êtes autorisé à faire intervenir l'équipe spécialisée. Uniquement sur terrain public ou privé, avec l'accord du propriétaire. Le terrain des Roches Brunes reste hors de portée. Un compromis tiède, une victoire creuse. Et Matisse, derrière son sourire figé, était furieux. Tandis que les gens sortaient en chuchotant, la docteure Morin s'approcha d'Alma et d'Alaya. « J'aimerais visiter votre propriété, voir la source. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire devant tout le monde. » Alma la regarda attentivement, puis hocha lentement la tête. « Venez demain. Vous comprendrez ce que nous protégeons. » Le shérif Thibault proposa de les raccompagner. En chemin, Alaya regardait le paysage défiler. Ce qu'elle voyait n'était plus le même monde. Sa vallée n'était plus un endroit paisible. C'était un territoire convoité, divisé, en sursis. « Ils vont vraiment venir chercher les chiens ?» demanda-t-elle. « Pas chez vous, Alaya. Mais ailleurs, oui, partout où ils le pourront. » Elle serra les poings. « Où iront-ils » Le shérif ne répondit pas. Il n'avait pas la réponse. Et cela valait aveu. De retour chez elle, mais tout était silencieux. Trop silencieux. Les chiens n'étaient pas là. Awanita non plus. Le shérif parut soulagé, mais Alaya sentit l'inquiétude l'envahir. Était-ce un signe? Avait-il senti le danger? Avait-elle perdu leur confiance? Mais quand le véhicule s'éloigna et que le calme retomba, une silhouette apparut à la lisière des arbres. Awanita, boitillant toujours mais debout, fier, présent. Il s'assit à la lisière de l'herbe, fixant la maison comme un veilleur nocturne. « Il t'attend » dit Alma, doucement. Alaya avança, prudemment. Comme toujours, paumes ouvertes. Elle s'assit en tailleur dans l'herbe, sans un mot. Awanita s'approcha lentement, tourna autour d'elle une fois, puis se coucha près d'elle, juste assez près, pour qu'elle sente sa chaleur. Elle posa la main sur sa fourrure rêche. « Ils veulent t'emmener, mais on ne les laissera pas faire. » Cette nuit-là, un bruit la réveilla. Une toux, grave, persistante. Elle se leva, pieds nus, et se glissa jusqu'à la chambre de sa grand-mère. Alma était penchée en avant, la main crispée sur un mouchoir taché. Sa peau, d'habitude chaude et brune, semblait pâle comme de la cendre. « Mamie !» Alma essaya de sourire, mais sa toux l'étouffa. « Juste un mauvais moment, ça va passer. » Mais ça ne passa pas.
Au matin, Alma était fiévreuse, les joues creuses, la respiration sifflante. Pourtant, elle refusa qu'on appelle un médecin. Elle voulait cueillir les plantes, préparer les infusions, comme chaque jour. À midi, la docteure Morin arriva. Sa voiture était pleine de matériel scientifique, mais dès qu'elle vit Alma, elle passa en mode médecin. « Vous avez besoin de soins, immédiats. Notre eau est pure », protesta Alma entre deux halètements. « Mais l'air ne l'est pas », répondit Jade. « Et vous êtes exposé depuis trop longtemps. Vos poumons sont inflammés, probablement à cause de particules fines issues de l'exploitation minière. » Le coup porta. Pour Alaya, c'était un choc. Ce n'était pas seulement leur terre, leur source, leur meute qui était menacée. C'était sa grand-mère, la femme qui l'avait élevée, qui l'avait protégée, et qui se mourait lentement, sans que personne ne veuille l'admettre. La docteure aida Alma à s'installer sur le porche, à l'ombre, pendant qu'elle déballait son matériel pour analyser l'eau de la source. Alaya, elle, sentit un frisson à l'orée des bois. Awanita était là, et il n'était pas seul. 3 autres chiens s'étaient joints à lui. Des femelles, une adulte et une plus jeune. Peut-être une fille, peut-être une sœur. Elles observaient avec attention, sans avancer, mais sans fuir. « Ils protègent la source », murmura Alaya, comme toujours. « C'est pour ça qu'ils sont là. » La docteure Morin se tourna vers elle, pensive. « Les animaux perçoivent bien souvent les dangers avant nous. Peut-être qu'ils sont notre meilleur indicateur. Si ces chiens restent de près de l'eau, c'est peut-être le signe qu'elle est vraiment unique. » Puis elle sourit, doucement. « Tu observes très bien. Tu ferais une bonne scientifique, toi aussi. » Alaya baissa les yeux. « Je veux être comme ma mère. Elle s'est battue pour protéger cette terre. » Le visage de la docteure s'assombrit. « Ta mère, c'était Issel Rochebrune, l'activiste, celle qui a dénoncé les premières contaminations ?» La fillette acquiesça. Jade Morin hocha la tête. Son travail était remarquable. Elle est considérée comme une pionnière dans mon domaine. Beaucoup pensent qu'elle est une héroïne. Elle n'a pas disparu, dit alors Alma d'une voix faible mais claire. On l'a forcée à fuir, menacée, poussée à choisir entre la vérité et sa fille. Le monde d'Alaya vacilla. Toute sa vie, elle avait cru avoir été abandonnée. Mais ce qu'elle apprenait à cet instant transformait cette douleur en quelque chose de plus grand, plus profond. Sa mère était partie, pour la protéger. Alaya ne dit rien. Elle resta là, immobile, les yeux posés sur le vide, comme si le monde entier avait changé d'axe. Sa mère n'avait pas disparu. Elle avait été effacée, éloignée. Pour la protéger, elle, la petite fille, elle a dit qu'elle avait laissé derrière. Qui l'a menacée ? Demanda-t-elle enfin, la voix étranglée par la colère et la peine. Le regard d'Alma glissa vers la vallée, en direction des collines blessées par les machines. Puis elle désigna la route, là-bas, invisible mais bien présente, menant au siège de Bellecor. Ceux qui avaient le plus à perdre si elle parlait. La docteure Morin, silencieuse jusque-là, hocha lentement la tête. J'ai vu ça ailleurs. Les industries polluantes n'aiment pas les lanceurs d'alerte. Elles les font taire, par les avocats, par les pressions, ou pire. Elle serrait entre ses doigts un flacon contenant l'eau de la source, limpide, cristalline. Une eau si précieuse qu'elle en devenait dangereuse dans un monde régi par le profit. Et les autres ? Demanda Alaya. Les malades, les enfants, ceux qui ont perdu leur terre, eux aussi ont été réduits au silence, souffla Alma. Mais leurs voix vont revenir. Quand la vérité sortira, elle ne pourra plus être enterrée. Awanita s'approche lentement de la source. Il baissa la tête et but longuement, comme un rituel. Le soleil du matin alluma des reflets d'or dans sa fourrure. La docteure Morin s'arrêta de parler, de respirer presque. Elle regardait le chien comme on regarde une ancienne légende vivante devant soi. « Il sait, dit-elle enfin, il sait ce que cette eau représente. » Mais Alaya avait encore quelque chose à montrer. Elle courut jusqu'au vieux grenier, souleva une latte sous l'escalier et revint avec un objet lourd, rouillé, le piège qui avait blessé Awanita. Du sang séché était encore visible sur les mâchoires métalliques. « Je l'ai trouvé chez nous, c'était déjà là avant le vote. » Jade l'observa longuement, puis montra un petit symbole gravé. Ce n'est pas un piège classique, c'est un modèle de capture utilisé par certaines unités de gestion de la faune, normalement autorisé, mais uniquement après validation officielle. Elle releva les yeux. Quelqu'un planifiait d'attraper ces chiens bien avant que la commune vote quoi que ce soit. Et sur votre propriété, ce qui est illégal. En revenant sur le perron, elles découvrirent Alma, pâle comme la pierre, affaissée dans sa chaise. Sa respiration était haletante, saccadée, douloureuse. La panique gagna Alaya. « On doit l'emmener, à l'hôpital !» Mais Alma secoua doucement la tête.
Je ne quitterai pas cette terre. Si je pars, ils prendront tout. Grand-mère, s'il te plaît, tu as besoin d'aide. » Alma lui prit la main. Sa peau était froide, et pourtant son regard brûlait d'un feu ancestral. « Les chiens, ils ont besoin de nous. Tant que cette eau coule ici, ils survivent. Si Brasseur met la main dessus, c'est fini. » Et comme pour confirmer ces mots, 2 autres chiens étaient apparus près de la source. Une mère amaigrie et un jeune mâle, encore adolescent, mais déjà marqué de cicatrices. Ils venaient boire, s'abriter, faire confiance à la dernière île de sécurité de la vallée. Alaya sentit quelque chose se cristalliser en elle, un serment. Ce n'était plus une simple histoire de famille ou de territoire. C'était une question de survie, humaine et animale. On va se protéger ensemble. La docteure Morin posa une main sur son épaule. Tu es forte, Alaya, mais vous aurez besoin d'aide, plus que celle d'une scientifique et d'une meute de chiens. Comme si le destin entendait ces mots, le bruit familier d'un moteur se fit entendre. La voiture du shérif Thibault se gara en trombe. Il descendit précipitamment. Ils arrivent. Son visage était grave. Brasseur a avancé l'opération. Les camions sont déjà sur la crête. Ils installent des cages, des fusils à fléchettes tranquillisantes et du matériel de transport. Ils disent que c'est une préparation, mais je connais la procédure. C'est une intervention. Awanita, déjà debout, grogna doucement. Dans les bois, des échos de mouvements rapides. La meute se rassemblait. Pas pour fuir, pour résister. Le shérif, malgré sa fonction, parut hésiter. Je suis censé coopérer avec eux, mais je ne peux pas laisser ça arriver, pas ici. Jade Morin, elle, attrapa déjà son matériel. Je ne partirai pas. Je vais tout filmer, tout documenter. Si on nous empêche d'agir légalement, on montrera au monde ce qu'il se passe ici. Et Alma, fragile mais redressée par un souffle invisible, murmura « Je reste, ici, avec vous, jusqu'au bout. » Le vent s'était levé. Une odeur d'orage flottait dans l'air. Le ciel s'assombrissait, lourd de menaces. Awanita monta sur le perron et s'assit, droit, impassible, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la vallée, noirs et chargés comme des tambours de guerre suspendus au ciel. Les premières gouttes tombèrent alors que les bruits de moteurs se rapprochaient, croassant comme une menace sur le chemin boueux. 3 véhicules. Un pick-up siglé Belcor, 2 fourgons blancs, sans marquage mais bardés d'antennes et d'équipements lourds. Des silhouettes en uniforme descendirent. Des hommes en treillis, fusils à seringues, visières, harnais. Pas des vétérinaires, pas des naturalistes. Des hommes prêts à capturer, à contenir, à imposer. Awanita, au pied des marches, laissa échapper un grognement profond, guttural. Dans les bois, les autres chiens répondirent, pas par des cris. Par un silence concentré, une tension invisible qui enveloppa soudain le domaine comme une nappe de feu. Sur le perron, Alma, emmitouflée dans une couverture, restait droite. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une détermination indomptable. À ses côtés, le shérif Thibault veillait, une main sur son ceinturon, prêt à intervenir. Jade Morin, elle, avait installé sa caméra sur un trépied près de la porte. Chaque seconde enregistrée devenait désormais une preuve potentielle. « Ce n'est pas légal, » grommela Thibault, « pas sur cette propriété. » Mais Matisse, descendu de son pick-up, arborait un calme étudié. Il s'avança, les bras levés, comme s'il entrait dans un sanctuaire. « Shérif, nous agissons dans le cadre d'un mandat de sécurité publique. Nous avons l'autorisation d'intervenir si une menace immédiate est identifiée. »« Il n'y a aucune menace ici, » répliqua Alma d'une voix faible mais ferme. « Ces animaux ne vous ont jamais attaqué. » Une femme en uniforme s'approcha, tenant un dossier plastifié. Mandat d'intervention délivré par la préfecture. Faune potentiellement agressive. Comportement territorial. Le shérif prit le document, mais ne le lut pas. Leur comportement est défensif, pas agressif. Vous êtes les intrus. Comme pour souligner ces mots, Awanita ne bougea pas. Il restait assis. Veilleur, gardien, pas un prédateur, mais l'un des hommes en uniforme nerveux leva son fusil, tranquillisant. « Reculez !» cria-t-il, visant. Matisse tenta de temporiser. « Baissez ça, on est encore en phase de discussion ?» Mais la situation devenait incontrôlable. Jade Morin leva la voix. « Je filme tout. Toute intervention sur un animal pacifique ici sera enregistrée et diffusée. » Matisse se tourna vers elle, son masque de calme fendu d'irritation. « Docteur Morin, votre présence ici n'est pas objective. Vous interférez et vous mentez sur les raisons de cette opération. » Elle brandit son téléphone. « Je sais que vos hommes ont posé des pièges ici avant même le vote du conseil. » Le ton montait, l'orage aussi. Des éclairs zébraient l'horizon.
chaque bruit, chaque geste, chaque souffle comptait. Les chiens n'avaient pas reculé, mais ils ne chargeaient pas. Ils attendaient. Quelque chose, Alaya se tenait entre Alma et Awanita, une main sur la fourrure chaude du chien, l'autre crispée sur la rambarde du perron. Ses yeux fixaient Matisse. Elle ne le regardait plus comme un oncle, elle le regardait comme ce qu'il était devenu, un homme ayant fait un choix, un mauvais. Et Matisse vacilla. Ses épaules se relâchèrent un instant, comme si quelque chose en lui venait de céder. Il baissa les yeux, puis les releva vers Alma. « Tu es malade, on peut t'aider, j'ai amené un médecin. »« Comme tu as aidé ma fille ?» répondit Alma d'un ton glacé. Les mots frappèrent Matisse en plein cœur. Il recula légèrement, mais il n'eut pas le temps de répondre, car la vérité éclata dans un cri. Pas un cri humain, un hurlement, un véritable appel lancé vers la montagne. C'était Awanita. Il avait levé la tête vers le ciel et lancé un long et vibrant appel. Une plainte, une alerte, un serment. Derrière lui, les chiens sortirent enfin des bois. Ils ne couraient pas. Ils ne bondissaient pas. Ils avançaient calmement, mais avec une unité effrayante, une meute entière, soudée, comme une armée, pas pour attaquer, pour protéger. Et au même instant, la montagne se mit à trembler. Alaya fut la première à le sentir, une vibration sous ses pieds, une onde étrange, puis ce fut le shérif qui murmura « Le sol, bouge !» Une coulée de boue apparut en haut de la crête. Elle ne ressemblait pas à une avalanche brutale, mais à une vague sombre qui descendait lentement, avec une puissance inarrêtable. « Glissement de terrain !» cria Jade. « Les pentes ont lâché. » Ce fut la panique. Les hommes crièrent, les techniciens coururent vers les véhicules. Mais la boue avait déjà coupé le chemin de retour. Le seul passage sûr, c'était l'autre côté de la propriété, là où les chiens se dirigeaient. « Ils fuient !» cria quelqu'un. « Non !» souffla Alaya. « Ils montrent le chemin. » Et sans hésiter, elle se mit à courir, derrière Awanita, droit vers la forêt. « Alaya !» cria Alma, mais elle ne s'arrêta pas. Le shérif comprit le message. Il rassembla les autres. « Suivez-la, c'est notre seule chance. » Et ce fut ainsi qu'un cortège improbable se forma dans la tempête. Une fillette guidée par un chien-loup, suivie d'un shérif, d'une scientifique, de techniciens paniqués, d'un homme d'affaires désillusionné, et d'une vieille femme portée par la volonté de survivre. Ils couraient, glissaient, trébuchaient à travers les fougères détrempées, les branches fouettant leurs visages, les bottes s'enfonçant dans la terre molle. Mais devant eux, infatigables, précis, silencieux, les chiens ouvraient la voie. Awanita, en tête, boitait légèrement, mais ne ralentissait pas. Il connaissait ses bois comme son propre souffle. Chaque repli de terrain, chaque racine, chaque danger. Alaya courait derrière lui, les cheveux collés à son front, le cœur battant à s'en rompre la poitrine. Et pourtant, elle n'avait jamais eu aussi peu peur. C'était lui, Awanita, qui la guidait. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, que le chemin qu'il traçait était le seul sûr. Derrière elle, le shérif portait Alma avec l'aide de Matisse. Les bras tremblants, le souffle court, mais ni l'un ni l'autre ne ralentissait. Jade Morin refermait la marche, son sac scientifique battant contre sa hanche, sa caméra toujours en marche malgré la pluie. Même les hommes en uniforme, ceux qui, une heure plus tôt, voulaient capturer les chiens, suivaient désormais la meute comme des enfants perdus dans un conte oublié. « Par ici !» cria Alaya, pointant du doigt un passage étroit entre deux rochers couverts de mousse. Awanita y avait disparu un instant plus tôt. Elle s'y engouffra à son tour, se faufilant entre les pierres. Le passage déboucha sur un plateau surélevé, plat comme une paume ouverte. Un sanctuaire naturel, invisible depuis les pentes inférieures. La pluie s'était atténuée, mais le ciel restait chargé. Le sol en contrebas, là où se trouvait la route de Bellecor, était maintenant englouti sous une coulée de boue sombre, une rivière épaisse, remplie de branches arrachées, de morceaux de clôture et d'engins renversés. Ils avaient échappé au pire, grâce aux chiens. Awanita se posta au bord du plateau. Les autres membres de la meute s'assirent autour, formant un cercle instinctif, un rempart de chair et de loyauté. Alaya tomba à genoux, haletante, le cœur plein d'émotion. Puis elle se retourna. Alma gisait sur une bâche de fortune, ses yeux mi-clos, sa respiration faible. « Grand-mère !» Jade accourut déjà à genoux, ouvrant son kit de secours. « Allongez-la, vite, il faut la stabiliser. Elle est en détresse respiratoire. » Le shérif enleva sa veste malgré la pluie pour la glisser sous la tête d'Alma. Matisse, lui, resta figé un instant, incapable de détacher son regard de la vieille femme. Son visage ruisselait d'eau, mais ce n'était pas la pluie.
C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, de la peur, pas pour lui, pour elle. « On peut l'aider » demanda-t-il à voix basse. « Il lui faut de l'oxygène, des antibiotiques puissants, peut-être des corticostéroïdes, et tout ça je ne l'ai pas ici. » Jade fixait le sol, impuissante. Alaya se pencha vers sa grand-mère, la toucha doucement. La main d'Alma était glacée. « Tu dois tenir, je t'en prie !» Les paupières d'Alma battirent. Un murmure passa ses lèvres. « Sous mon lit, la boîte, remède, ancien. » Jade la regarda surprise. « Des plantes médicinales? Oui, les vieilles. Elles soignent ce que les autres n'osent pas nommer. » Elle toussa, une toux rauque, profonde, et du sang teinta ses lèvres. La docteure tenta de la rassurer, mais son regard disait l'urgence. Awanita s'était approché, il posa doucement sa truffe contre le poignet d'Alma, comme s'il sentait que quelque chose vacillait. Alaya, les yeux pleins de larmes, regarda son chien. Et alors, il fit quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu prévoir. Il se leva, regarda vers l'est et s'élança, pas vers la forêt, mais vers l'autre versant, un nouveau chemin. Alaya comprit, elle bondit sur ses pieds. Il veut nous montrer un autre endroit, un refuge. Le shérif secoua la tête. Mais on ne peut pas bouger Alma. Elle est trop faible. Il n'y a peut-être pas d'autre choix, répliqua Jade. Si c'est un abri, un lieu sûr, on doit essayer. Matisse ne dit rien. Il s'était déjà redressé. Il retira sa veste trempée, la roula et commença à préparer un brancard avec les branches alentour, sans un mot. Le reste du groupe l'imita. En quelques minutes, ils avaient attaché les manteaux, les cordes de secours, les branches, et formé un lit de fortune. Puis avec une précaution infinie, ils soulevèrent Alma. Elle ne protesta pas. Elle n'en avait plus la force. Et ainsi recommença la marche, Alaya en tête, suivant les pas du chien-loup, là où aucun sentier n'était tracé, mais où chaque pas semblait porter la mémoire des anciens. Ils marchèrent longtemps. Le ciel s'éclaircissait, lentement. Derrière eux, la coulée de boue s'était arrêtée. La vallée en contrebas était méconnaissable. Mais là-haut, la montagne offrait un autre visage. Après ce qui sembla des heures, Awanita s'arrêta. Devant eux, entre deux vieux chênes noueux, une cabane apparut, presque invisible, camouflée dans la végétation, mais bien réelle. Une ancienne construction en bois noirci par le temps, un peu penchée mais solide. Et de la cheminée, contre toute attente, s'échappait un filet de fumée. Quelqu'un vivait là. Avant même qu'il n'ait le temps d'approcher, la porte s'ouvrit. Et ce qu'Alaya vit lui coupa le souffle. Dans l'embrasure de la porte, éclairée par la lumière chaude d'une lampe à huile, se tenait une femme. Grande, droite, les cheveux longs, striés d'argent, attachés simplement sur la nuque. Son visage était marqué par les années, mais il n'avait rien perdu de sa force, ni de sa douceur. Alaya ne pouvait pas parler. Son souffle s'était arrêté. Car cette femme, elle la connaissait. C'était son visage d'enfant qu'elle voyait en miroir, ses pommettes, son regard, la courbe de sa bouche. « Maman » souffla-t-elle, plus un souffle qu'un mot. La femme ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa d'abord vers Alma, allongée sur le brancard de fortune, puis vers les chiens, vers Jade Morin, et enfin vers Matisse. Ses traits changèrent alors comme si elle comprenait, en une seule seconde, ce que des années de silence n'avaient jamais pu expliquer. « Entrez vite » dit-elle simplement. « Posez-la près du feu. » Ils ne demandèrent pas leur reste. Tous entrèrent dans la vieille cabane, transportant Alma avec 1000 précautions. L'intérieur était sobre mais chaleureux. Des plantes séchées pendaient aux poutres. Des bocaux remplis d'herbes, de poudre, d'huile occupaient les étagères. Un lit ancien trônait dans un coin et des livres, partout, s'empilaient sur des tables, des chaises, des étagères improvisées. Mais ce n'était pas un désordre chaotique, c'était le repère d'une chercheuse, d'une guérisseuse, d'une combattante. La femme, Inaëlle Rochebrune, s'agenouilla aussitôt près de sa mère. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait concentré. Fièvre, détresse pulmonaire, une infection aiguë. Jade s'approche. Elle a besoin d'antibiotiques puissants, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... Inaëlle hocha la tête, ouvrit une malle en métal et en sortit une trousse de médicaments. Des flacons récents. D'autres préparés à la main. Elle administra un mélange d'ampoules injectables et d'extraits à base de thym, de racines et de salse-pareille sauvage. On va la stabiliser, elle est forte. Personne ne parla, tous observaient cette femme revenue d'entre les absents, agissant avec assurance, comme si elle n'avait jamais quitté cette terre. Alaya, figée près de la porte, n'osait pas avancer. Tant de choses se bousculaient en elle.
l'abandon, le manque, l'admiration, la colère, la peur d'y croire. Finalement, ce fut Inaël qui s'approcha après avoir veillé à ce que sa mère respire mieux. Elle s'accroupit devant Alaya et la regarda. « Je suis désolé, ma chérie, tellement désolé. »« Pourquoi t'es partie ?» murmura Alaya. « Pourquoi tu m'as laissé ?» Le silence pesa. Inaël baissa les yeux. « Parce que c'était ça ? Ou te perdre ?» Elle inspira profondément. « Quand j'ai compris ce que Belcore faisait, les pollutions, les gens malades, j'ai commencé à collecter des preuves. J'avais rassemblé beaucoup de choses, trop. Et un soir, ton oncle est venu me parler. Matisse, resté en retrait, ferma les yeux. Il ne tenta pas de se défendre. Il m'a dit que si je continuais, vous en paieriez les conséquences, que je n'étais pas intouchable, et que toi non plus. » Sa voix se brisa. Alors j'ai disparu. J'ai confié tout à ta grand-mère. Je pensais revenir vite, avec les preuves, avec une victoire. Mais plus je creusais, plus je découvrais, et plus il me traquait. Alaya s'approche lentement, très lentement. Puis, comme portée par une force intérieure, elle se blottit contre sa mère. Inaël l'enlaça comme si sa vie en dépendait. 3 ans d'absence effacés dans un souffle. « Tu m'as tellement manqué » murmura Alaya. « Je voulais juste comprendre. Et maintenant, tu sais. » Le reste de la nuit fut étrange. Le shérif Jade et même Matisse s'installèrent dans la pièce centrale, parlant à voix basse. Les hommes de l'équipe Belcore, eux, étaient restés en bas de la montagne, coincés. Aucune communication, pas de route, pas de renfort. Au petit matin, Alma ouvrit les yeux. Elle respira plus lentement. Ses doigts bougèrent, et lorsqu'elle vit sa fille penchée au-dessus d'elle, elle sourit, faiblement, mais clairement. « Je savais que tu reviendrais. » Inaël serra sa main. Alaya, elle, ne bougea pas. Elle était assise sur un tapis, Awanita contre sa cuisse. Autour de la cabane, la meute veillait, comme des gardiens d'un secret trop longtemps oublié. Et quand Inaël ouvrit une vieille malle sous le lit, elle en sortit un dossier, usé, protégé dans une pochette de cuir. Il est temps que le monde voie ce qu'on a voulu cacher. Elle posa le dossier sur la table, l'ouvrit. À l'intérieur, des cartes, des échantillons, des rapports médicaux anonymisés, des photos de poissons morts, de terre noircie, de nappes souillées, et même des copies de courriels internes à Belcore fournis par un lanceur d'alerte inconnu. Jade Morin n'en revenait pas. C'est un dossier judiciaire complet, un dossier à charge. J'ai travaillé chaque jour depuis 3 ans, murmura Inaël, dans l'ombre, avec des scientifiques, des anciens, des témoins. Le shérif s'approcha. Si ce que vous dites est vrai, ce n'est pas juste un procès environnemental, c'est une affaire criminelle. Inaël hocha la tête. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé à la presse. Pas encore. Je voulais être prête. Et maintenant, je le suis. Matisse n'avait toujours rien dit. Il s'approche lentement, regarda les preuves, puis leva les yeux vers sa cousine. « Tu vas faire tomber toute l'entreprise ?»« Non, répondit-elle. Elle s'est détruite toute seule. Je vais juste révéler ce qu'elle est devenue. » Puis elle ajouta avec calme et proposait autre chose. Elle sortit un deuxième dossier. Un projet de transition, remédiation des sols, reforestation, énergie solaire, agroécologie, tourisme durable. Un avenir viable. Même Matisse resta sans voix. Alaya, elle, souriait, car elle comprenait. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réparation. Pour la terre, pour les chiens, pour les gens et pour leurs familles. Dehors, la lumière du matin filtrait à travers les branches détrempées. La forêt semblait retenir son souffle, comme si la montagne elle-même écoutait la conversation en cours. Dans la cabane, le silence était dense, chargé de décisions en suspens. Autour de la table, tous étaient rassemblés, Inaël, sa fille Nalaya, Alma à demi allongée, le shérif Thibault, Jade Morin et même Matisse, le visage plus vieux qu'il ne l'avait jamais été. Les 2 dossiers étaient ouverts sur la table. L'un contenant les preuves irréfutables des contaminations, des dissimulations, des vies brisées. L'autre, un plan de réparation, un projet viable pour reconstruire la vallée sans trahir ses racines. Mais le temps pressait. En contrebas, les secours étaient en route. La radio de l'un des agents Belcore grésillait par intermittence. On parlait de retrouver les disparus, de vérifier la situation sur le terrain. Il ne restait que peu de temps avant que l'on découvre ce qui s'était vraiment passé. Et surtout, avant qu'on découvre Inaël. Elle le savait. Elle avait vécu dans l'ombre pendant trop longtemps pour ignorer ce que signifiait son retour à la lumière. Si elle était trouvée ici, avec ses preuves, les médias s'en empareraient.
Le scandale serait immédiat, certes, mais peut-être trop brutal pour être efficace. L'entreprise aurait le temps de s'organiser, de nier, de brouiller les pistes, d'inonder les ondes de contre-expertise. Et alors, la vérité serait noyée. Inaël se leva doucement et regarda tour à tour chacun des visages autour d'elle. « Je dois disparaître, encore une fois. Mais cette fois, ce sera vous qui porterez la voix. » Alaya sursauta. « Non, tu viens avec nous, tu dois témoigner, tu dois... » Mais Inaël posa une main sur son épaule. « J'ai déjà fait ma part. Maintenant, c'est toi, c'est vous tous qui devez parler. » Elle prit la main de Jade Morin. « Vous avez les qualifications, l'expérience, la légitimité scientifique. Ce rapport est entre vos mains, Jade. Vous savez à qui le remettre. » Jade acquiesça, bouleversée. « Je m'en chargerai. Je jure de tout transmettre. Au bon service, au bon moment. » Puis Inaël se tourna vers Thibaut. « Shérif, vous pouvez mentir ?» Le vieil homme leva un sourcil. « J'ai été flic toute ma vie. J'ai appris que parfois, protéger la vérité, c'était la cacher juste assez longtemps pour qu'elle survive. » Il hocha la tête. « Si on me demande, je dirais qu'on a trouvé un refuge forestier abandonné, habité par une guérisseuse anonyme, qu'elle nous a soignés, puis disparu. Rien de plus. » Enfin, elle regarda Mathis, l'homme qui l'avait trahi autrefois et qui désormais semblait prêt à s'effondrer sous le poids de ses remords. « Et toi ?» demanda-t-elle simplement. Il n'hésita pas. Il s'agenouilla devant elle, littéralement. « Dis-moi ce qu'il faut faire, et je le ferai. Alors tu iras devant le conseil. Tu parleras, pas pour moi, pas pour te racheter, mais pour eux. » Elle désigna Alma, Alaya, la vallée. « Et quand tu parleras, tu diras la vérité, toute la vérité, même si elle te brûle. » Mathis serra les poings, puis hocha la tête. « Je le jure. » Le plan se mit en place rapidement. Le rapport fut scellé dans une mallette étanche. Un double fut gravé sur une clé USB que Jade rangea dans son soutien-gorge, là où même les fouilles oublient de regarder. Les hommes de Bellecor qui les accompagnaient, silencieux depuis la veille, promirent, eux aussi, de ne rien dire. « On n'a pas signé pour ça », murmura l'un d'eux. « On nous a envoyés attraper des chiens, pas couvrir des crimes. » Ils partirent en premier, redescendant le sentier, avec des explications prêtes. Évacuation improvisée, glissement de terrain, groupe de survivants réfugiés dans une ancienne cabane forestière. Rien d'invérifiable, tout plausible. Et quand les véhicules de la préfecture et des médias arrivèrent finalement sur les hauteurs, guidés par hélicoptère, ils trouvèrent un petit groupe fatigué, trempé, mais sain et sauf. Une vieille femme convalescente, une jeune scientifique, un shérif droit, et une enfant aux yeux noirs pleins d'histoire. Personne ne parla de la femme disparue. Personne ne mentionna la valise dissimulée sous une dalle de bois dans la cabane. Et personne ne vit Awanita ni la meute qui s'étaient repliés dans les profondeurs de la forêt une fois la tempête passée. Comme des ombres, comme des esprits. Mais au moment de monter dans la voiture, Alaya se retourna. Et là, au sommet du sentier, Awanita l'attendait. Seul, droit, immobile. Ils se regardèrent longtemps. Et dans ce regard, elle comprit. Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse. 6 mois plus tard, la vallée de Saint-Roch avait changé. Pas comme changent les villes sous le béton, ni comme changent les forêts après un incendie. Non, c'était un changement lent, profond, organique, comme une terre que l'on croyait morte et qui, contre toute attente, commence à germer. L'ancienne maison des Roches-Brunes, sur le plateau surplombant la vallée, avait été reconstruite. Un nouveau toit, des murs renforcés, un poêle moderne dans le salon. Mais rien n'avait été fait à la hâte. Tout avait été pensé avec respect. Les arbres abattus pour les réparations avaient été replantés. Les pierres réutilisées. Les sources protégées. Et tout autour, la forêt, elle, s'étendait comme un manteau de silence et de promesses. Dans le potager, Alaya cueillait des herbes aux côtés de sa grand-mère. Alma, bien qu'affaiblie, avait repris des couleurs. Elle respirait mieux depuis que les traitements administrés à la cabane, combinés à des mois de repos, avaient permis de contenir l'infection. Elle ne pourrait plus marcher comme avant, mais cela ne la dérangeait pas. Elle disait souvent « Mon corps ralentit, mais mes racines n'ont jamais été aussi profondes. » Chaque matin, des enfants du village venaient à pied, cahiers en main, pour apprendre ce que ni les écoles ni les manuels n'enseignaient. Comment reconnaître une source saine, comment remercier la terre après une cueillette, comment écouter les signes du vent. On les accueillait sur le perron avec du thé à la menthe, du pain au maïs et des histoires anciennes racontées à voix basse. C'est dans ce cadre que le nom de « Réserve écologique Roche-Brune » avait vu le jour.
Le conseil municipal, après une enquête fédérale lancée sur la base des preuves transmises par Jade Morin et le shérif Thibault, avait voté à l'unanimité pour accorder à la source et aux terres qui l'entouraient un statut de protection totale. Plus aucune entreprise, plus aucun forage, plus aucun permis de chasse ne pourrait désormais y être délivré. Et comme pour sceller cette décision, Awanita était revenu. Il n'était jamais bien loin, parfois on le voyait en lisière du bois, parfois, on entendait un hurlement dans la nuit et Alma souriait en murmurant « Il veille ». D'autres fois encore, on retrouvait des empreintes fraîches devant la porte au matin, comme un message silencieux laissé dans la boue. Mais Awanita n'était plus seule. La meute avait grandi. 2 jeunes chiens, nés durant l'hiver, suivaient désormais ses pas. Des petits plus légers, plus vifs, mais au regard tout aussi ancien. Et tous semblaient reconnaître en Alaya quelque chose d'unique, un lien, une compréhension. Mathis, lui, n'était plus le même homme. Il avait quitté son poste chez Bellecor, s'était coupé du monde des négociations et des contrats. Lors de l'audience fédérale, il avait témoigné contre ses anciens employeurs, racontant tout, les menaces voilées, les falsifications de rapports, les consignes orales données pour minimiser les pollutions. Son témoignage avait été décisif et destructeur. L'entreprise avait été condamnée, les hauts dirigeants inculpés, des fonds avaient été débloqués pour la dépollution, le traitement des malades et le développement de projets durables dans toute la vallée. Mathis travaillait désormais pour le comité de transition territoriale. Il ne portait plus de costume. Ses mains longtemps propres, comme celles d'un banquier, étaient tachées de terre. Et il avait repris un vieux rituel qu'il n'avait pas accompli depuis l'enfance. Poser chaque matin la main sur la pierre de l'ancienne source et murmurer une prière en langue ancienne. Pas pour demander, disait-il, juste pour remercier. Un matin d'octobre, alors que les feuilles devenaient rouges et or, Alaya sortit de la maison avec un panier plein d'herbes fraîches. Sur le perron, elle trouva Jade Morin, venue avec une nouvelle série de résultats d'analyse. Les niveaux de métaux lourds dans le ruisseau ont encore baissé, annonça-t-elle avec un sourire. La filtration par les marais replantés fonctionne au-delà de nos espérances. Elles descendirent ensemble jusqu'au bassin. Là, des panneaux solaires flottaient sur l'eau, alimentant de petites stations de mesure automatisées. Une grenouille coassa en sautant d'une roche à l'autre. Et plus loin, Awanita les observait depuis la lisière, comme à son habitude. « Tu sais, dit Jade, moi quand j'ai commencé à étudier l'eau ici, je voulais juste des données, des chiffres. » Elle regarda Alaya. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une histoire, une mémoire vivante, et toi, tu en es la gardienne. Alaya ne répondit pas. Elle se contenta de sourire et de lever les yeux vers la montagne, là où la brume du matin dessinait des courbes douces au sommet des pins. Dans le silence de la nature renaissante, elle savait une chose. Ce qu'ils avaient sauvé ne se mesurait pas seulement en litres d'eau ou en hectares de forêt. C'était la dignité d'une terre, la mémoire d'un peuple, la promesse faite à un chien blessé au bord d'un ruisseau. Et cette promesse, elle continuerait à la tenir chaque jour. L'automne s'était pleinement installé sur la vallée de Saint-Roch. Chaque matin, le givre ourlait les brins d'herbe et les chiens de la meute laissaient leurs empreintes blanches sur le sol durci. L'air avait changé. Il n'était plus chargé d'angoisse ou de tension, mais d'un calme ancien, celui des lieux qui ont survécu à la tempête. Sur le grand perron de bois, Alma s'installait chaque soir dans son fauteuil à bascule, une couverture épaisse sur les genoux, les doigts occupés à tresser des brins de saule. Alaya, assise à ses pieds, écoutait. Parfois, ce n'était qu'une histoire de plantes ou une recette d'onguent. D'autres fois, c'étaient des contes plus anciens, des récits d'animaux au pouvoir étrange, de pierres qui chantaient, de rivières qui retenaient la mémoire des enfants perdus. Et chaque histoire semblait porter, en filigrane, un enseignement, une leçon simple mais cruciale. Ce que l'on protège finit par nous protéger. Au fil des mois, la réserve Rochebrune était devenue un lieu de passage, pas touristique, pas folklorique, mais un sanctuaire. On y venait chercher autre chose que du spectacle, du sens, du silence, une respiration. On croisait parfois des écoliers en bottes, des chercheurs en biologie, des anciens venus déposer une pierre au pied du vieux chêne sacré. Tous laissaient quelque chose, un peu de respect, un peu d'espoir, et à chaque fois, Awanita observait depuis la lisière. Il ne s'approchait jamais trop, il n'avait plus besoin d'être au centre. Son rôle n'était pas celui d'un chien de compagnie, il était un veilleur, un pont entre les mondes. Parfois, on le voyait disparaître pendant plusieurs jours, puis revenir accompagné d'un autre membre de la meute, ou même d'un étranger blessé, renard, chien errant, biche boiteuse.
qui l'amenait jusqu'aux abords de la maison avant de repartir, comme s'il savait que là, une chance leur serait donnée. Un matin, alors qu'Alaya préparait une infusion pour Alma, elle aperçut une silhouette monter le chemin en pente douce. C'était Matisse, vêtu simplement, une besace en cuir en bandoulière. Il s'assit sur les marches sans dire un mot pendant plusieurs minutes, puis il sortit un carnet. Ce sont les noms des familles que Bellecor a indemnisées, des fermes qu'ils ont aidé à replanter, des sources qu'on a protégées. Il le tendit à Alaya. « Je pensais que tu devais les connaître. Ce sont eux que ta mère a sauvés, toi aussi. » Alaya ouvrit le carnet. Des dizaines de noms écrits à la main, des lieux, des visages qu'elle n'avait jamais vus. Et pourtant, elle sentit quelque chose l'envahir, une chaleur douce, comme si chacun de ces mots formait une racine nouvelle, plantée là, dans la terre de leurs efforts. « Et elle, ta mère ?» demanda Matisse, la voix basse. Alaya referma le carnet. Elle écrit, elle compile tout, elle attend le bon moment. Car Inaël, fidèle à sa promesse, ne s'était pas montré depuis. Mais ses lettres arrivaient. Des colis parfois, des documents, des croquis. Elle préparait son retour, mais à sa manière, en construisant un récit que nul ne pourrait enterrer. Et chaque mot qu'elle envoyait était reçu comme une pierre de plus sur la route de la vérité. Le jour de l'inauguration officielle de la réserve, la population de Saint-Roch s'était rassemblée devant la vieille maison. Les élus, les enfants, les chercheurs et même les anciens opposants à la protection des chiens. Tous étaient venus. Thibaut, en uniforme cette fois, ouvrit la cérémonie. « Nous ne célébrons pas une victoire. Ce n'est pas une guerre que nous avons gagnée. C'est un lien que nous avons réparé, entre nous et notre terre. » Puis il tendit une plaque de bois gravée à Alaya. Dessus, en lettres sobres, « Sanctuaire Rochebrune, source des vivants. Et tu es la gardienne maintenant. » Alaya prit la plaque, les mains tremblantes. Awanita s'approche à ce moment précis, sortant du bois pour la première fois en plein jour depuis des semaines. Il marcha jusqu'à elle, puis s'assit à ses côtés, le museau tourné vers la foule. Un murmure parcourut l'assemblée. Pas de peur, pas d'étonnement, mais un profond respect. Comme si, à cet instant, tout le monde comprenait enfin ce que ce chien représentait. Ni un mythe, ni une légende, mais une promesse tenue. Lorsque le soleil descendit derrière les crêtes, une lumière dorée inonda la vallée de Saint-Roch. Les feuilles prirent des teintes de cuivre et de feu. Le vent portait l'odeur du pain, de la mousse humide et des herbes que l'on sèche pour l'hiver. Sur le perron, Alma serrait la main d'Alaya tandis que les derniers visiteurs quittaient la cérémonie. Awanita était restée, couchée près de la jeune fille, les oreilles attentives mais détendues, comme s'il comprenait que ce soir, pour une fois, il n'avait rien à surveiller. Derrière eux, la vieille maison était silencieuse. À l'intérieur, une pièce avait été aménagée en musée vivant. Les objets d'herboristerie d'Alma, les instruments de mesure de Jade Morin, des photos de la vallée d'Avent et un espace vide, réservé à ce que Inaël finirait par rendre public. Une lettre était accrochée au mur, écrite de sa main, scannée et imprimée sur un papier simple. « À ma fille, tu m'as retrouvé lorsque tout semblait perdu. Tu as tendu la main là où d'autres se seraient détournés. Ce que tu as fait n'est pas seulement juste, c'est profondément humain. Garde cette force, elle guérira plus que les blessures de cette terre. À ceux qui lisent ceci, souvenez-vous que l'eau garde tout en mémoire. La douleur, la peur, mais aussi les chants, les promesses, les gestes d'amour. Soyez comme elle, limpide, tenace, libre. Inaël Rochebrune. Lorsque Jade l'a lu à haute voix pour les enfants de la classe de Monsieur Béranger, aucun ne parla pendant plusieurs minutes. Il fixait la source, là où l'eau jaillissait entre les roches, claire comme du cristal. Un filet infime et pourtant inépuisable. Une respiration de la terre. L'un des enfants leva la main. « Et les chiens, ils sont encore là ?» Alaya sourit. « Oui, ils ne nous quittent jamais vraiment. Parfois ils partent, mais ils reviennent toujours, comme les souvenirs. » Elle regarda au loin. Awanita n'était plus seule. 3 jeunes chiens jouaient entre les branches, surveillés de loin par les anciens. Une nouvelle génération, moins craintive, curieuse et libre. Ce soir-là, lorsque tous furent accouchés, Alaya sortit seule jusqu'au bord du ruisseau. Elle y déposa une petite figurine sculptée par Alma, un loup aux yeux fermés, assis, le museau levé vers le ciel. Puis elle s'accroupit et murmura doucement « Merci, pour le chemin, pour la confiance, pour m'avoir mené jusqu'à elle. » Derrière elle, un craquement de brindilles. Elle se retourna. Awanita était là. Il s'approche lentement, la truffe humide, les yeux brillants. Puis il fit un geste qu'il n'avait jamais fait avant. Il posa son front contre celui d'Alaya. 1 seconde seulement, un instant suspendu,
Puis il recula, se retourna et s'enfonça dans les bois. Elle ne le suivit pas. Elle n'en avait pas besoin, car désormais elle portait son héritage, son regard, sa force. Et il veillerait, comme toujours. Ce qu'Alaya, Alma, Inaël et Awanita ont vécu dans la vallée de Saint-Roch n'est pas qu'une histoire de nature ou de rébellion. C'est une histoire de transmission, de liens tissés plus profondément que le sang. C'est l'histoire de ce qui arrive quand une enfant tend une tasse d'eau à un chien blessé. Quand quelqu'un ose faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Quand la loyauté traverse les espèces, les générations, les silences. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cet appel, cette voix intérieure qui vous dit qu'il faut défendre ce qui ne peut pas parler, protéger ce qui ne peut pas fuir. Peut-être que ce n'est pas un chien ou une source, mais une personne, une idée, une promesse. Alors souvenez-vous, ce n'est jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour réparer, jamais trop tard pour tendre la main. Comme Alaya, comme Awanita, comme l'eau. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant depuis quelle ville vous nous regardez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très vite pour une autre histoire.